L'innovation se fait via un processus créatif de divergence puis de convergence, à la fois sur la définition du problème puis sur la définition de la solution. Pour ça, il faut des façons de penser qui sont diamétralement opposées. Bonjour, je m'appelle Alice de Casanova. Je suis heureuse de partager avec vous l'interview du responsable d'un des labs innovation d'Air France, Mathieu Jiménez. C'est un vrai passionné. Alors sans plus attendre, écoutons son interview. Je m'appelle Mathieu Jiménez, j'ai 29 ans, je suis responsable d'un lab d'innovation au sein d'Air France KLM. Peut-être pour vous dire quelques mots sur mon parcours, quand j'étais ado, j'ai commencé à pas mal m'intéresser aux avions de manière générale, parce que pour moi, je trouve que c'est un système complexe qui est assez magnifique dans le sens où ça marche parfaitement et pourtant c'est quand même une complexité impressionnante. Et ça m'a mené vers des études d'ingénieur aéronautique, où j'ai eu quelques expériences dans des grandes entreprises, des constructeurs aéronautiques, pour finalement arriver dans le monde de l'innovation digitale au sein d'Air France en 2016. En 2018, après avoir monté un premier lab à Singapour, on a voulu revoir le modèle. Et donc le lab qu'on avait monté à Singapour, on a décidé de le fermer pour en ouvrir un nouveau à Paris, pour être plus proche des métiers d'Air France. On m'a confié cette mission de recruter et de manager l'équipe. Je pense que si je devais citer un succès, pour moi, ça a été de trouver les bonnes personnes pour monter cette équipe. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré de personnes exceptionnelles qui ont des compétences et des personnalités qui sont très complémentaires. Pour moi, c'est un peu ça la base de l'innovation, où on va avoir vraiment une complémentarité de profil et de façon de penser. On parlait tout à l'heure de mode de pensée. Je pense que c'est ça aussi que je retrouve dans le lab aujourd'hui et dont je suis assez fier. Quand tu composes ton équipe d'innovation, quels sont les traits que tu recherches? C'est pas une question évidente. Il faut déjà de l'autonomie et de la prise d'initiative. Il faut bien sûr de la curiosité, avoir envie de découvrir, avoir envie de comprendre. Et pour ce qui est de la complémentarité, pour moi, c'est vraiment la base de la divergence et de la convergence dans le processus créatif. L'innovation se fait via un processus créatif de divergence puis de convergence, à la fois sur la définition du problème puis sur la définition de la solution. Savoir parmi tous les problèmes qui existent, lequel on veut traiter, et parmi toutes les solutions qui existent, eh bien laquelle on va vouloir choisir en fonction des contraintes de l'utilisateur. Pour ça, il faut des façons de penser qui sont diamétralement opposées. Ce que j'ai remarqué, c'est que les développeurs, les ingénieurs, par exemple, les chefs de projet, ont pour la plupart une vraie capacité, une force à converger, à aller rapidement vers la solution, vers le problème, alors que des artistes ou des designers vont avoir une capacité, de manière générale, à diverger, à brainstormer, à venir avec des idées, à poser de plus en plus de questions. Et cette balance, cet équilibre qu'on peut construire dans une équipe entre ces différents profils, pour moi, c'est ça qui va nous permettre de réussir à bien conduire un projet d'innovation. Il y a aussi l'autre pendant de l'innovation qui sont les échecs. Ils sont douloureux généralement, mais on apprend beaucoup. Toi, quels sont les échecs que tu as rencontrés et qu'en as-tu appris? Premier échec en innovation, ça a été à mon premier projet en innovation. C'était rapide. Donc c'était à Singapour qu'on avait construit une application qui allait révolutionner une partie de notre industrie en interne. Et au bout de 3 mois, on a pu du coup venir le tester en interne auprès des employés d'Air France Industrie. Et là, ça n'a pas marché. Les utilisateurs nous ont assez rapidement et simplement expliqué pourquoi ça ne marcherait pas. Et c'était des considérations qu'on n'avait pas du tout envisagées, alors qu'on avait prévu bien sûr d'autres considérations que les utilisateurs pouvaient avoir. Et pour moi, ça, la première apprentissage que j'ai eu en innovation, ça a été la capacité à prototyper, mais surtout à venir tester le marché, ou en l'occurrence les utilisateurs, le plus rapidement possible. Et pour moi, c'est devenu fondamental. Aujourd'hui, on parle de prototype thinking, par exemple, qui est dérivé des design sprints de Google. On parle d'accélération du processus d'apprentissage via le prototypage, permettre en fait de faire un point d'étape et savoir si finalement on est dans la bonne direction ou alors si on ne se fait pas des idées. Pour moi, c'est ça qui a été je pense aussi un des plus forts apprentissages que j'ai pu avoir suite à un échec en innovation. Quel est pour toi l'impact de l'innovation sur notre futur?
c'est clair qu'aujourd'hui, on a des nouvelles compétences qui n'existaient pas ou peu il y a quelques années et qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Je pense qu'un impact assez direct sur ce type de méthodologie, sur ce type d'activité, de service, c'est la création d'emplois, la création de nouvelles compétences, donc forcément la création de nouvelles formations pour obtenir cette capacité à diverger, cette capacité à converger, à vendre, à comprendre l'utilisateur. Pour moi, il y a évidemment un impact sur l'emploi, qui n'est pas que négatif, où la machine pourrait remplacer l'homme. Pour moi, il y a aussi un vrai impact positif sur de nombreux métiers qui n'existaient pas hier. On parle aujourd'hui énormément de data scientist, data analyst, etc. autour de la donnée. On parle de nouveaux designers, des stratégies de design, etc. Et ça, c'est pour moi un impact qui est non négligeable pour les nouvelles générations, de bien comprendre quels sont ces nouveaux métiers et quelles sont les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à eux. L'autre impact qui est assez pervers, en fait, ces méthodes d'innovation sont tellement bien faites que, en mettant l'utilisateur au centre de cette méthode, on est en mesure de designer, de concevoir, de produire des produits et services dont l'utilisateur va devenir dépendant. Et en fait, on engendre une aliénation de la société autour de ces produits et services. Quelque chose, moi, qui m'avait frappé, c'est quand j'ai regardé Google Search, je suis tombé sur des chiffres récemment. On fait environ entre 50 et 100 000 recherches par seconde dans le monde, juste sur le moteur de recherche Google, sans compter tous les autres moteurs. Et on pourrait se dire, bah oui, forcément, c'est la base d'Internet. Sans moteur de recherche, on ne va pas pouvoir utiliser Internet. Et en réalité, si on se souvient bien, au début d'Internet, il n'y avait pas de moteur de recherche. C'était comme le Minitel, pour les Français qui s'en souviennent. On tapait une adresse, on allait à une page parce qu'on connaissait son adresse. Comme je vais voir mon ami physiquement parce que je connais son adresse physique. Google Search est arrivé et aujourd'hui, on est tous devenus dépendants des moteurs de recherche et il serait presque impensable d'aller sur un nouveau site Internet qu'on n'a pas encore visité en connaissant son adresse sans passer par un moteur de recherche quelconque. Et je trouve ça fou, mais aussi très bien fait, très fort. Avec les processus d'innovation bien appliqués, on est capable de rendre dépendants les utilisateurs de ces produits et services, ce qui est à la fois positif et possiblement pervers. Pour moi, c'est un impact en tout cas pas négligeable. Ouais. Les questions de responsabilité sociétale, développement durable, est-ce que tu les as vues arriver dans ton métier? C'est arrivé de manière assez forte, assez démonstrative, je pense, en 2019. Non pas qu'on ne faisait pas de développement durable en innovation avant, il y a eu un vrai tournant stratégique pour l'entreprise en 2019. Alors avant, on avait des initiatives assez innovantes en développement durable où on proposait à nos clients de compenser leur émission de carbone de leur vol en plantant des arbres, en faisant des partenariats avec des entreprises de plantation d'arbres. Ça existe déjà depuis plusieurs années. Mais en 2019, il y a eu un pivot stratégique, en tout cas de l'entreprise, qui s'est bien fait connaître avec le renouvellement de notre flotte, où on a, par exemple, décidé d'abandonner un certain nombre de nos avions qui polluaient fortement au profit d'une commande de nouveaux avions, entre autres des avions A220 qui sont produits au Canada. Ça a été la première communication. Nous, ce qu'on a vu en innovation, moi je me souviens, ça a été aussi la première fois que j'ai fait un projet avec le département de développement durable d'Air France. Et le sujet, c'était comment on peut optimiser ou réduire en tout cas la consommation d'énergie dans nos hangars. Et bon, faut bien imaginer qu'un hangar, c'est une grande pièce, pas du tout isolée, avec une hauteur de plafond immense, surtout si on veut y mettre un grand avion, un avion un A380. Pour chauffer ça en plein hiver à Paris ou à Amsterdam, hein, vous imaginez bien la quantité d'énergie qu'il va falloir, que ce soit de l'eau chaude, que ce soit de l'électricité, pour chauffer cet espace. Et donc, ça a été un vrai challenge de savoir comment on pouvait, en quelque sorte, domotiser le hangar pour réduire cette consommation d'énergie. Et pour moi, un autre aspect qui a été très visible et qui m'a profondément marqué, c'est un projet à l'initiative des salariés qui s'appelle Green IT. Donc, comme son nom l'indique, ça porte sur la réflexion de comment rendre l'informatique plus green, plus écologique, de par des bonnes pratiques de codage, de développement informatique, de par l'utilisation de nouvelles technologies. On parle d'edge computing, par exemple, pour réduire l'impact sur le carbone, de par l'achat et le renouvellement des terminaux, parce qu'on sait que l'impact écologique est fort quand on remplace un terminal, que ce soit un ordinateur, un téléphone. Et ce qui est assez fort, c'est qu'en fait, cette initiative, elle vient des salariés et elle a été sponsorisée au plus haut niveau de l'entreprise. Donc, le plus haut niveau de l'entreprise a dit «
nous validons ce projet et nous demandons à chaque manager de ses salariés de leur libérer 1 jour par semaine, sans date de fin, pour qu'ils puissent passer du temps et de l'énergie sur ce projet. Donc ça a été un projet qui, non pas seulement a été reconnu, mais a été permis et promu par le top management. Et donc, par exemple, une personne de mon équipe, notre référent technique, a fait partie de ces personnes-là et donc passait 1 journée par semaine sur ces réflexions. Pour moi, ça démontre une vraie prise de conscience de la part de nos salariés. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'Ampoule. Pour ne pas manquer les suivants, abonnez-vous. Et puis, soyez généreux. N'hésitez pas à partager autour de vous ce podcast. À très bientôt.